Alors c'est assez intéressant parce que, on voulait vous en parler, on ressent tous que notre pouvoir d'achat plus ou moins stagné, après ça dépend évidemment des dépenses contraintes, on va en parler, mais il y a l'INSEE qui sort cette note qui affirme, par A plus B, que le pouvoir d'achat des Français a stagné depuis maintenant 10 ans, depuis 2008, et ce qui donne évidemment un relief particulier, qui donne du crédit aux revendications notamment des Gilets jaunes qui se plaignent d'avoir un petit peu de mal parfois à boucler les fins de mois. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. C'est aussi clair que ça, le pouvoir d'achat des Français a stagné parce que c'est rapporté au nombre de foyers, j'ai vu. Donc ça veut dire quoi concrètement qu'on comprenne? Alors en fait, le pouvoir d'achat, il augmente depuis 10 ans malgré la crise financière en moyenne. Sauf que pendant cette période, les Français sont de plus en plus à décohabiter. Il y a de plus en plus de femmes seules avec des enfants. Donc la taille des foyers se réduit régulièrement. Et quand on rapporte l'évolution du pouvoir d'achat au nombre de personnes qu'il y a dans le foyer qui ne peuvent pas mutualiser leurs ressources, l'INSEE attribue, parce que quand on met en commun des ressources, on a un pouvoir d'achat qui est un peu plus à l'aise quand on est deux que si on est seul. Mais il y a des enfants, et donc l'INSEE attribue pour chaque enfant ce qu'on appelle des unités de consommation, 0,5 parts par enfant. Et donc si on regarde par unité de consommation, on s'aperçoit qu'en fait le pouvoir d'achat depuis 10 ans a stagné. Et donc, c'est évidemment quelque chose, l'unité de consommation, c'est un concept compliqué de l'INSEE, mais c'est évidemment plus proche du ressenti des Français que l'augmentation moyenne du pouvoir d'achat qui ne prend pas en compte l'évolution de la population. Les recompositions des foyers, les recompositions des foyers et l'augmentation de la population en général. La Banque de France a montré que pour que le pouvoir d'achat stagne en moyenne, il faut une augmentation du pouvoir d'achat en réalité de 0,4%, ne serait-ce parce que les Français sont plus nombreux puisque la population augmente chaque année. Donc le pouvoir d'achat global, lui, il augmente, mais par foyer? Par foyer et en fonction de la composition des foyers. Comme il y a de plus en plus de femmes seules, comme il y a de plus en plus les foyers sont de plus en plus nombreux, en fait, il faut plus d'augmentation agrégée du pouvoir d'achat au niveau national pour pouvoir maintenir le pouvoir d'achat de chaque ménage. Ouais. Mais ça concerne essentiellement ces ménages recomposés, pas tellement les autres pour le coup. Il y a, évidemment, les ménages recomposés subissent plus ces pertes de pouvoir d'achat, mais les autres aussi peuvent avoir l'impression que leur pouvoir d'achat stagne, d'autant qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Notamment les dépenses contraintes, c'est ça? Les dépenses contraintes. Les dépenses pas engagées. On a déjà parlé, mais on juste un petit focus 2 secondes, parce que c'est ça qui explique aussi que le sentiment que les Français ont d'avoir un pouvoir d'achat qui est sous pression, c'est qu'il faut payer, mais c'est pas nouveau, le loyer, l'électricité, les assurances, le téléphone, la télévision. Et en fait, quand on fait tout ça mis bout à bout, on obtient, vous sortez le chiffre, c'est 30% en moyenne, encore c'est une moyenne, des revenus du mois qui sont déjà partie, les 2 ou 3 ou 5. Qui ne sont pas du pouvoir d'achat, ce qu'on appelle arbitrable. C'est-à-dire que les gens peuvent se payer des logements toujours mieux équipés, peuvent se payer des télévisions, peuvent se payer plein de choses qui n'existaient pas avant. Dans ce sens-là, le niveau de vie il a augmenté. Mais sauf que les gens, eux, ce qu'ils voient, c'est la part qui leur reste à la fin du mois pour se dire, est-ce que je vais faire une consommation qui est optionnelle, c'est-à-dire est-ce que je vais aller au restaurant, est-ce que je vais aller au cinéma, est-ce que je vais pouvoir aller dans un parc d'attractions avec mes enfants. Et en fait, on s'aperçoit que les dépenses contraintes augmentent de plus en plus, comme vous disiez, elles ont augmenté régulièrement pour atteindre 30% là récemment. On est au top, on est au maximum là, historiquement? En tout cas, oui, c'est une tendance de très long terme qui est à l'augmentation. Et ces dépenses contraintes, surtout, varient fortement en fonction de la catégorie de ménage qu'on observe, en fonction des revenus. Et on s'aperçoit que sur les ménages modestes, ces dépenses contraintes pèsent de plus en plus et à un niveau très très élevé. Une personne seule qui fait partie de la catégorie qu'on appelle les plus modestes, les plus pauvres, et eux, ils peuvent avoir des dépenses contraintes qui atteignent jusqu'à 70%, 70% de leurs revenus disponibles. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il leur reste en fait quelques euros arbitrables. Ils peuvent faire, je ne sais pas, un ou 2 cinémas dans le mois, s'offrir 1 ou 2 restaurants. Et c'est sûrement ce point-là qui explique, à mon avis, bien ce que décrivent les Gilets jaunes sur les ronds-points. C'est-à-dire, à la fin du mois, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus partir en vacances, on est obligé de faire attention à ce qu'on consomme, même pour la nourriture, etc. Ouais.
Tout ça a commencé évidemment, c'est ce que nous confirme l'INSEE, avant l'arrivée au pouvoir du président Macron. Bien avant, bien sûr. Mais on se dit ce sont des tendances de long très terme. Mais on se dit que la séquence politique, la séquence fiscale quand même de 2018, n'a fait que renforcer ce pessimisme sur le pouvoir d'achat parce que, pardon, mais la hausse de CSG c'était bien au 1er janvier et les baisses de cotisations réparties, cotisation sociale entre janvier et octobre, c'était en 2 fois. La baisse de la taxe d'habitation, c'était en fin d'année. Exactement. C'est pas, voilà, hein. La baisse de la taxe d'habitation en fin d'année, il ne pouvait pas faire autrement, Emmanuel Macron, puisqu'il ne pouvait pas avancer le moment où on paye d'habitude la taxe d'habitation. Donc, non, mais c'est vrai que voilà, c'était forcément. Mais en attendant, c'est vrai que pendant 8 mois, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les retraités, eux, ils ont vu une perte assez forte de leur pouvoir d'achat, en tout cas pour les 60%. Qui ont été impactés par la hausse de la CSG, les 60% les plus aisés, ils ont vu une baisse assez forte de leur pouvoir d'achat. Pendant ce temps, les salariés, eux, on leur avait promis une hausse de pouvoir d'achat et Emmanuel Macron, en quelque sorte, avait suscité des attentes très fortes pendant la campagne présidentielle et ils n'ont rien vu jusqu'en octobre. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'au moment où le mouvement des Gilets jaunes a commencé, toutes les mesures favorables au pouvoir d'achat, qui sont quand même assez conséquentes, commençaient à produire leurs effets. Donc il y a, voilà, Emmanuel Macron est victime du calendrier de sa politique fiscale. Qu'il a choisi. Hein. Qu'il a choisi. Pourquoi? Pour des raisons exclusivement budgétaires. On dit que c'est Bercy qui était derrière. Oui, enfin ça c'est se dédouaner un peu facilement parce que, bah, bien sûr, parce qu'il y a des choix politiques qui sont faits en début de quinquennat. Par exemple, baisser l'imposition sur le capital. On peut discuter de l'intérêt d'une telle mesure pour l'économie française, mais en tout cas quand on fait ce choix-là, bah, quand on dit à Bercy il faut respecter les 3% de déficit, et bah, Bercy va trouver des solutions pour respecter les 3% de déficit. Et après c'est au pouvoir politique d'arbitrer. Ouais. L'INSEE qui nous annonce pour l'année prochaine 3% de hausse du pouvoir d'achat. Oui, 2% d'acquis. En fait, l'INSEE ne fait pas de prévision pour toute l'année prochaine. Pour début 2019, le pouvoir d'achat sera en hausse de 3% sur un an. Début 2019. Voilà. Oui, alors ici, en 2019, le pouvoir d'achat va augmenter de 2% à partir du 1er janvier. Les Français vont se rendre compte ou pas? Ils devraient s'en rendre compte. En tout cas, c'est la plus forte hausse de pouvoir d'achat depuis 10 ans. Donc ça, en incluant les 10 milliards, peut-être même 11 milliards d'euros de promesses. En incluant ces 10 milliards, effectivement, et en incluant aussi les mesures de pouvoir d'achat qui sont passées en fin d'année, et dont l'INSEE avait montré qu'en fin d'année, déjà, le pouvoir d'achat des Français accélérait comme rarement, après avoir baissé au 2e trimestre à cause du calendrier des mesures fiscales. Donc il y a un effet extrêmement fort du calendrier qui d'ailleurs avait été très identifié par l'INSEE l'année dernière. Quand les gens ont la sensation que les statistiques mentent, l'INSEE, c'est très intéressant de voir ça, avait identifié ce creux de pouvoir d'achat assez fort au 2e trimestre. Donc quand même, les statistiques sont capables, si on les interprète bien, de donner un peu l'état d'esprit du pays un peu à l'avance d'ailleurs. Ouais. Le projet de loi donc, sur ces mesures d'urgence sociale et économique a été présenté hier en Conseil des ministres. Est-ce qu'il traduit bien tout ce qu'on a pu voir? Ça traduit fidèlement les promesses justement du président pour soutenir le pouvoir d'achat? Évidemment non, par exemple sur la hausse du salaire des smicards, ça c'est évident. Emmanuel Macron avait... Je ne parlerai pas de tour de passe-passe, mais Emmanuel Macron... Sur les 100 euros, vous avez compris qu'en fait c'est 90, puisqu'il y avait déjà 10 euros qui venaient de la hausse du SMIC, de la revalorisation. Tout à fait. Alors il y a ça, bon, c'est 10 euros, hein, sachant que le SMIC sera bien augmenté par ailleurs de 10 euros, donc on peut considérer ça, voilà, c'est à l'interprétation de chacun. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que Emmanuel Macron, lui, il avait dit que tous les smicards seraient augmentés de 100 euros sans que ça pèse sur l'employeur. Alors tous les journalistes comme moi ont tout de suite compris qu'il s'agirait de la prime d'activité, on l'a écrit directement. Mais les gens, eux, qui ne sont pas des techniciens, ils ont compris quoi? Ils ont compris que leur salaire allait augmenter de 100 euros l'année prochaine, alors tous les smicards. Or, la prime d'activité, elle vise les smicards, mais dont les revenus par ailleurs du reste du foyer ne sont pas très élevés. Or, il y a des gens qui sont en couple avec des gens qui gagnent beaucoup plus. Et eux, ils ne toucheront pas cette augmentation. Alors, le gouvernement a fait quelque chose qui est, à mon avis, une compensation assez forte et qui est assez intelligente, c'est qu'il va augmenter la prime d'activité jusqu'à un niveau de salaire beaucoup plus élevé que le SMIC. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont en profiter. Il y aura, je crois, 1,2 million de ménages supplémentaires qui vont en profiter, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, un nombre très significatif de ménages qui vont en profiter en plus. Et ces gens... Ce sont des gens qui gagnent un peu plus que le SMIC, mais qui ont soit beaucoup d'enfants à élever, soit des conjoints qui ne gagnent pas non plus beaucoup leur vie. Et donc, la prime d'activité cible beaucoup la pauvreté
la pauvreté laborieuse, qu'on appelle la pauvreté au travail, ou en tout cas les gens qui ont un travail, qui sont trop, entre guillemets, trop aisés pour toucher des aides sociales, mais qui en même temps sont à la limite de payer des impôts. Donc eux, ils vont toucher cette prime d'activité et ça sera assez ciblé sur ce qu'on entend sur les ronds-points et les problèmes des gilets jaunes. Donc en ce sens-là, c'est plutôt une bonne mesure. Ouais, parler de prime, justement, la prime, un petit mot juste sur la prime exceptionnelle. On est sûr qu'elle sera bien versée par les entreprises qui le souhaitent, défiscalisée, désocialisée entièrement côté salarié, côté patron? Non. Non, pas côté patronal, non, mais il n'y a pas de doute du tout, ça n'a jamais été prévu, c'est l'opposition qui surfe un peu là-dessus, puis aussi des organisations patronales qui... Donc pas d'impôt pour les salariés, pas d'impôt pour les salariés, pas de cotisation sociale. Mais CSG et CRDS? Non, pas de cotisation salariale, mais des cotisations patronales. Patronales, d'accord. Pour éviter tout simplement un effet d'aubaine qui avait été observé à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y avait des entreprises qui s'organisaient pour réduire le nombre d'heures normales et dire que toutes les heures étaient des heures supplémentaires. Et donc ça posait un énorme problème. Donc certes, la mesure sera un peu moins puissante pour le pouvoir d'achat, mais pour le coup, Emmanuel Macron n'a pris personne en traître. Ça a toujours été comme ça dans son programme, c'était des suppressions de charges pour les salariés, pas pour les patrons. Pour le coup, on dit souvent qu'il fait des cadeaux au patronat. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Et il a rajouté là la défiscalisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires qui seront effectuées. Voilà. Et ensuite, il y a un débat sur est-ce qu'on enlève On parle des heures sup ou de la prime, là, de la prime exceptionnelle? Alors, c'est pour les heures sup et pour la prime aussi, c'est pareil. Pour les deux, voilà. Pour la prime, il y aura, tout sera défiscalisé, désocialisé. De toute façon, l'entreprise paye peu de charges là-dessus quand il verse une prime. Mais pour les deux, ça reste valable. Bon. On se quitte là-dessus juste, évidemment, la couverture du point de cette semaine, on va la voir sur Jérusalem, histoire découverte secret. Et il y a aussi évidemment les pages éco avec... Alors, un sujet sur un fonds activiste qui s'attaque aux entreprises françaises, qui s'attaque à Casino, un fonds activiste qui est dirigé par un Américain qui est un personnage extrêmement atypique, qui fait un peu comme Élise Lucet dans ses enquêtes, qui va voir les assemblées générales d'actionnaires, qui se filme et qui repère des faiblesses dans les entreprises et qui utilise la vente à découvert pour faire baisser la valeur des actions et lui, en utilisant cette technique un peu compliquée de la vente à découverte, empoche de l'argent lorsque l'action baisse et donc c'est un peu le redresseur de tort qui se fait fort de révéler les entreprises qui jouent un petit peu avec leurs comptes ou qui sont surévaluées. Avec une logique mercantile et lucrative, on l'a compris. Bien sûr, évidemment, et donc c'est le portrait de cet homme qui est extrêmement controversé, qui considère que lui, il fait ce qu'il doit faire pour révéler ce que les entreprises font comme mauvaise pratique, mais en Europe, évidemment, c'est extrêmement controversé et on considère qu'il peut propager des fausses informations à son propre profit. Voilà, à découvrir donc. Je conseille de lire ce portrait de ma collègue Béatrice Parino dans le point de cette semaine. À découvrir donc dans le point de cette semaine. Merci beaucoup Marc. Bon week-end. Bye.